Salut et bienvenue dans l'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Et pour ce 6e épisode, j'ai pris la route de Moutier pour rencontrer Catherine Chung. Son truc, c'est l'escalade de parois extrêmement techniques. Et quand on se rend dans la ville du canton de Berne, eh bien, il suffit d'observer le paysage pour comprendre pourquoi cette native du canton du Jura s'y est installée. On parle dans cet épisode de ce que représente l'escalade pour elle et des exploits qu'elle a pu réaliser, faisant d'elle notamment la première femme suisse à réaliser une voie cotée 9A. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Jetta. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Alors, je m'appelle Catherine Chung, je viens du canton du Jura, j'ai 29 ans, j'habite actuellement à Moutier et je fais de l'escalade depuis que j'ai 8-9 ans. Je suis entrée dans l'équipe suisse quand j'avais 13 ans et j'ai fait beaucoup de compétitions. Et aussi, j'ai commencé à faire de la falaise, donc en extérieur. Et à côté de ça, j'ai fait des études en droit à l'université de Neuchâtel. Est-ce que tu vois un lien entre tes études et ta pratique de l'escalade ? Oui, sûrement, je pense. Il faut avoir un peu un côté assez méthodique, un peu essayer de... Le but, c'est de régler un peu des problèmes, de bien argumenter. Donc oui, il y a des liens. Je pense que pour l'escalade, il faut aussi être très précis, très méthodique dans la manière de s'entraîner, de résoudre les problèmes qui viennent à nous dans la falaise. Donc oui, je pense qu'il y a des compétences qu'on peut transposer. Dans ta pratique de l'escalade, ça a été un coup de foudre dès le début ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure ? Ouais, ça a été assez rapide. Je faisais partie d'un groupe de gym pour les enfants et on a essayé de l'escalade pendant une journée un peu spéciale. Et là, oui, j'ai tout de suite croché, j'ai tout de suite adoré essayer de me dépasser, de monter le plus haut possible pour atteindre le sommet. Et je me suis inscrite dans le club du coin quelques jours plus tard, je pense. Il n'y a pas eu d'appréhension au départ par rapport à l'altitude ou quoi que ce soit, même si peut-être au début, c'était pas très très haut ? Je pense un petit peu que toujours la peur, c'est quelque chose qui part jamais, qu'on apprend à gérer. Et au début, oui, j'avais quand même très peur, même dans les petits murs. Et c'est un peu en pratiquant, en ayant toujours plus confiance en l'assureur, et puis qu'on apprend à gérer ça, puis à surpasser cette peur. On va sûrement revenir vers toutes ces informations-là. C'est quoi l'aventure pour toi, avec le grand A qui va devant ? L'aventure, je crois que pour moi, c'est... ça peut sortir de sa zone de confort, c'est essayer de faire quelque chose, d'aller dans l'inconnu, de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, de suivre son cœur aussi, en fait, suivre ce que notre cœur nous dit de faire et que peut-être la raison dit de ne pas forcément suivre. Et je crois que c'est ça l'aventure. L'escalade, justement, représente une grande partie de ta vie en ce moment, mais pas le 100% de ton activité, c'est juste ? Exactement, oui, je travaille à 50% comme juriste et curatrice dans un service social de ma région. Et le reste du temps, je le passe à grimper. Majoritairement des entraînements avec un objectif derrière comment est-ce que tu répartis le côté peut-être plaisir de l'escalade, le côté compétition ? Est-ce qu'il y a un entre-deux ? Comment ça gravite là-dedans ? Oui, alors je planifie pas mal d'objectifs dans l'année, tant au niveau des compétitions que de la falaise. Au niveau des compétitions, ça se situe plutôt en juillet, les Coupes du Monde, et quelques mois aussi, juillet, août, septembre. Et autour de ça, j'essaie de planifier mes projets en falaise. Donc les deux sont très importants pour moi. Ils m'aident beaucoup. Quand j'arrive à faire un projet en falaise, ça me donne beaucoup de confiance, donc ça m'aide aussi pour la compète. Et autour de ça, gravitent mes entraînements que j'essaie de planifier pour être en forme au bon moment. Si tu devais expliquer pour les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose de l'escalade, la différence entre falaise et compétition, quelle est la différence entre les deux ? Oui. Alors la compétition, c'est que sur des murs artificiels. Le mur, il peut être posé à l'extérieur sur la place d'une ville ou comme ça, mais c'est que des murs artificiels et on va tous pouvoir y aller une seule fois, on n'a qu'une seule chance et quand on tombe, c'est terminé. Et le but là, c'est d'aller le plus vite possible en haut ou il y a des notes de style, comment c'est évalué ? Alors il y a 3 disciplines différentes, c'est la difficulté, ce que je fais principalement. C'est celui qui va le plus haut qui gagne en fait, simplement, avec une corde. On a un temps maximum de 6 minutes, mais c'est égal si on fait 5, 4, 3. Il ne faut juste pas dépasser ce temps-là. Et il y a la vitesse, bien sûr, là c'est assez clair, il faut aller le plus vite possible. C'est un mur de 15 mètres, toujours le même, donc on peut homologuer des records, où il faut simplement aller le plus vite possible. Et il y a le bloc, là c'est quelques mouvements qui sont souvent très difficiles, très techniques, de coordination, ou bien des choses comme ça.
On retombe sur des mousses parce qu'il n'y a pas de corde, c'est seulement peut-être à 2-3 mètres quelque chose de haut maximum. Ça, c'est beaucoup plus de la force, donc je fais aussi un petit peu moins. Si on devait comparer en termes d'altitude, pour toi, ce que tu fais justement en compétition, c'est vous montez jusqu'à quelle hauteur? Les murs d'escalade, en général, c'est peut-être 12-15 mètres, quelque chose comme ça. C'est pas super haut. Ok, c'était pour voir la différence justement entre le bloc et ça. Ah oui, et du coup, de l'autre côté, la falaise. Mhm. Alors là, quel est l'objectif? Comment ça se met en place ça? Et qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, alors la falaise, ce que je fais, c'est... on a des murs en extérieur qui sont équipés par des gens avec ce qu'on appelle des splits. Donc sur des vraies montagnes? Oui, voilà, oui, exactement. Ce que je fais principalement, c'est plutôt des falaises de une longueur. Alors ça monte entre 20, 30, 40, 50 mètres. Où il y a déjà des splits et nous on va mettre des dégaines, donc des sortes de crochets où on va pouvoir monter avec la corde, donc je fais jamais de solo. Et le but c'est de grimper du sol jusqu'au relais, sans tomber. Et ça on va dire qu'on a enchaîné une voie. Et pour ça il n'y a pas de juge, c'est tout sur la confiance. Mais en général je crois que ça marche assez bien, il y a assez peu de tricherie. Et il y a des cotations de 1 à 9 avec des lettres ABC, donc de 5A, 5B, 5C, 6A, etc. Et donc voilà, le but c'est de réussir des voies le plus dur possible. Alors pour petite information, ça je l'ai pris sur un article du Temps qui t'était consacré d'ailleurs en 2019 pour une petite explication des niveaux et tu vas me dire si c'est juste ou pas. Mais sur l'échelle de cotation française, juste pour qu'on se fasse une idée, le 1 ça va être une marche sur un sentier peut-être un petit peu escarpé. Dès le niveau 3, l'usage des mains est théoriquement nécessaire, donc ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Et en 4, le grimpeur peut considérer qu'il grimpe, donc là on est vraiment déjà sur de l'escalade. Je crois que c'est ça, aucune idée en fait, Okay, mais j'imagine que c'est plus ou moins alors, ça. Ça sera plutôt pour les auditeurs. Toi, tu es sur du 9A, c'est juste? Alors c'est ce que j'ai fait de plus dur, oui. Voilà. Mais j'en fais pas beaucoup. Hein. Oui, en général, mon niveau c'est plutôt dans le 8 et mon objectif c'était vraiment de passer cette barrière un peu symbolique du 9 et de réussir un jour un 9A, ce que j'ai pu réussir en 2019. Oui. C'était la première fois que tu réussissais ça? Oui. Pardon, non, j'en ai fait une en 2018 dans le canton du Valais et j'ai réitéré l'expérience en 2019 à Gimmelwald. Et celle-ci, sauf erreur de ma part, c'est celle on peut retrouver le documentaire justement qui t'est consacré, le marathon de Catherine, c'est ça? Oui, exactement, ouais, c'est ça. On a décidé de documenter ça, tout le processus en fait de travail, d'essayer la voie, d'échecs aussi, et puis de finalement y arriver. C'est combien de tentatives avant d'y arriver pour cette voie-là par exemple? Oui, ça peut être très... ça change, hein, mais là, c'était énorme. C'était, je pense, presque une année, mais après, j'y allais pendant tout l'hiver. Voilà, on peut pas y aller à cause de la neige. Et il y a des jours où il faisait beaucoup trop chaud. Donc, au final, c'est une bonne question. Mais je faisais au moins 3 essais par jour. J'y allais au moins 2 fois par semaine, donc sur quelques mois, quoi. Comment tu te prépares pour ça? Parce que tu es face à la falaise à un moment donné et il faut monter. Et est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Il y a quelque chose? Alors, je suis allée dans cette voie parce qu'il y a un ami qui me l'a conseillé. Qu'il avait réussi déjà? Oui, il l'avait réussi. Et puis, c'est vrai que quand on est un peu à sa limite, on cherche plutôt quand même des voies qui nous conviennent. Donc, j'avais demandé si les mouvements étaient peut-être pas trop longs ou pas trop durs. Il m'a dit que ça pouvait être quelque chose qui pourrait me convenir. Donc, je suis allée voir. Et je suis montée avec ma corde. Donc, simplement de dégaine à dégaine, de crochet à crochet pour essayer de voir les mouvements, essayer de les comprendre. Et là, c'est tout un travail de déchiffrage, de savoir quelle main on va prendre, à quel endroit, quel pied on va poser, dans quel ordre exact. Et on voit tout de suite si c'est possible ou pas. Et pendant ma première montée, là, j'ai vu que les mouvements étaient très durs, mais que c'était faisable. Et avec beaucoup de travail, je pensais que c'était enchaînable. Donc voilà, j'ai commencé le travail, essayer d'enchaîner ces mouvements petit à petit. Et c'est vraiment tout un travail de se souvenir de tous les mouvements, de chaque placement. Ça dure combien de temps une ascension comme celle-ci lorsqu'elle est réussie? Je pense une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements dedans. Oui, j'avais dessiné un peu tous ces mouvements pour pouvoir bien m'en souvenir et je sais plus à combien de mouvements j'étais arrivée, mais je pense bien une quarantaine, quelque chose comme ça, ouais. Donc ça veut dire que à chaque tentative, tes mouvements vont être les mêmes du moment que tu as validé une technique. Donc au 30e, c'est le 30e même mouvement, le 31e, c'est le même, etc. Oui, voilà, ouais. C'est vraiment une chorégraphie qu'on répète par cœur pour être le plus efficace possible, perdre le moins de force possible dans chaque mouvement. C'est ça, vraiment être précis sur chaque mouvement pour gagner de l'énergie et réussir les mouvements les plus durs qui sont à certains endroits. Donc c'est exactement ça, ouais.
Quand on fait autant de tentatives, qu'on réessaye plusieurs choses, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui peut s'installer? Oui, si, bien sûr, ouais. Surtout quand on tombe tout le temps au même endroit, ça, Ah oui. ça devient très très difficile. Ouais, ça faisait depuis une année avant que je tombais au même endroit, ce qu'on appelle le crux. C'est l'endroit le plus difficile. Et je Donc trouvais pendant pas. une année, au même endroit, Ouais, ça passait plus ou pas. moins, ouais. Et même des fois, je commençais à tomber plus bas. Donc là, pour la tête, c'est vraiment difficile de rester motivé. Et des fois, il faut un peu faire une pause, peut-être se mettre un peu d'autres objectifs, revenir un peu plus frais, s'entraîner encore un petit peu plus. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même changé un petit peu ma méthode. Un tout petit pied qui a changé de quelques centimètres et qui m'a permis finalement de gagner un peu d'énergie, de hauteur et d'y arriver. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. C'est vraiment des histoires de millimètres tout le temps. Oui, c'est souvent ça. Aussi, les conditions en falaise, ça change beaucoup. S'il fait chaud, mais pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, que ce soit bien sec, pas trop froid pour pas que les doigts gèlent. Donc c'est pas mal de paramètres à gérer qui sont pas toujours évidents. Comment tu gères ton mental justement dans ce type de situation? Est-ce qu'il y a une préparation en amont? Est-ce que tu as des manières de travailler pour améliorer ton mental? Parce que tu l'as dit justement, tu butes sur le même endroit pendant une année, ça te fait un coup. Comment est-ce que tu peux tout d'un coup essayer de débloquer ça? Alors pour moi, ce qui marchait bien, c'est de choisir un peu d'autres voies aussi, d'autres projets un peu moins durs, d'y arriver. Là, j'ai de nouveau ce sentiment un peu de confiance en moi qui me permettait de me dire ouais, c'est bon, je suis forte, là, je peux y arriver. Ça m'aidait bien. Donc faire un petit peu des pauses dans le projet principal, ça c'est cool. Et puis, je pense qu'avant de m'engager dans la voix, je prends toujours un peu un moment pour me concentrer vraiment à fond, de répéter tous les moves dans ma tête. Je me vois grimper, faire les mouvements, arriver le mouvement difficile. Et puis là, je commence. Et puis quand je commence, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis concentrée sur chacun de mes mouvements, chacune des prises. Et là, il n'y a plus rien qui vient me perturber. J'entends quasiment plus rien, les gens ni rien. Et je suis juste à fond dedans. Ma respiration aussi, la respiration qui m'aide beaucoup. Dans les petits moments de repos, parfois il y a des prises un peu meilleures, on essaie de se reposer. Là, j'essaie de calmer mon cœur, de respirer à fond et puis de visualiser la suite aussi pendant que je grimpe et de repartir à fond, déterminé. Tu parles de cette bulle, tu as dit que tu ne grimpais pas en solo, donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnes externes, ou en tout cas une personne externe qui aura un impact dans cette ascension. Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire à la base, dans ce que tu entreprends, que ce soit au niveau de tes études, de ton travail, de ton ascension, ou plutôt tu es quelqu'un de groupe? Je pense un peu un mix des deux quand même. Je peux être assez solitaire, enfin, je m'entraîne souvent seule, enfin pas tout le temps, mais quand même, ça m'arrive. Mais j'aime aussi beaucoup l'effet de groupe, même si je pense que ça a un grand effet dans la falaise quand il y a tout le temps des amis qui sont là et puis qui te motivent, quand tu tombes, ils sont là, ouais, vas-y, réessaye, tu es tellement proche, qui peut même te donner des conseils qui ont un peu une autre perspective parfois, depuis des recettes parfois plus simples. Et puis, donc, je pense que j'aime quand même cet effet de groupe-là. Même si pendant la grimpe, tu es tout seul et puis tu es juste avec l'escalade et puis toi-même. Quoi, ouais. Tu m'as dit en préparant cette interview que tu avais généralement la même personne qui t'assistait. Est-ce que c'est important de développer une confiance particulière, une connexion particulière avec la personne qui t'assure? Ou au contraire, du moment qu'il y a quelqu'un qui t'assure, eh bien t'y vas? Oui, alors je pense que c'est hyper important. Je grimpe aussi beaucoup avec des amis de l'équipe suisse ou bien d'autres amis de grimpe. Mais c'est vrai que je grimpe aussi beaucoup avec mon copain et c'est important d'avoir en tout cas une personne de confiance. Et tu peux pas t'occuper de l'assurer pendant que tu grimpes. Il y a tellement de choses à gérer qu'il faut vraiment avoir totalement confiance en lui et puis savoir qu'il est là quand tu tombes et puis que tu peux tomber n'importe quand et qu'il te rattrapera de manière bien, quoi. Donc la confiance est ultra importante. Oui, c'est sûr. Ouais. Sinon, c'est encore un truc à plus à gérer et ça devient compliqué. Ouais. La compétition est essentielle pour toi dans cette discipline? Oui, je pense quand même. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire soit l'un soit l'autre et pas mélanger, mais pour moi ça m'aide beaucoup, je crois, autant dans l'un que dans l'autre. La compétition, c'est vrai que j'adore ça, c'est quand même quelque chose, tu dois être fort à l'instant T et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce challenge, peu importe les conditions, si tu étais malade le jour avant ou quoi, non, il n'y a pas d'excuse, il faut être fort à cet instant-là et ça je trouve ça génial. Il y a aussi toute l'énergie positive du public qui te pousse à fond et ça souvent tu te dépasses et je trouve que ça donne tout le temps des moments assez incroyables. Et puis dans ma jeunesse, ça m'a permis aussi de beaucoup voyager, de rencontrer d'autres jeunes, d'autres personnes qui étaient aussi à fond dans l'escalade. Parce que dans ma région, c'était pas encore super développé et ça, je pense que ça m'a beaucoup aussi ouvert. Découvrir d'autres cultures, de voyager de partout dans le monde, d'avoir des contacts aussi un peu partout. Donc
Ouais, j'aime beaucoup la compétition aussi. Ouais. Tu as aussi voyagé, tu m'as dit, pour le plaisir, pour aller découvrir plusieurs endroits. C'était quoi, 7 mois et demi? Oui, entre mon bachelor et master, on est parti avec mon copain faire un tour du monde d'escalade pendant 7 mois et demi. Et là, on a visité les continents d'Asie, en Chine, Thaïlande, Japon, Laos aussi en fait. On allait aux États-Unis pendant 3 mois aussi. Et puis on a fini par l'Afrique du Sud. Et ta plus belle surprise là-dedans, le pays qui t'a le plus surpris, voilà. Je pense que j'ai beaucoup aimé le Japon. On a été accueillis par une personne qui ne nous connaissait pas du tout, un ami d'un ami, qui nous a accueillis dans sa salle d'escalade où on a pu dormir. Et puis il nous a amenés partout dans les plus beaux coins du Japon. Ce qui était très très pratique parce que tous les guides, tous les topos sont en japonais, donc c'était juste illisible. Et donc ouais, on a reçu un accueil qui était incroyable. On a vu des falaises magnifiques, on a notamment grimpé sur la falaise de Yogasaki, ça s'appelle. C'est vraiment juste à côté de l'océan. Tu grimpes sur un mur qui est noir, vraiment très spécial, avec les vagues de l'océan qui sont juste derrière le dos et c'est magique. Ouais. Donc il y a vraiment un paysage qui va avec, quoi. Oui, tu prends le temps parfois de regarder autour de toi ou lorsque tu es sur une falaise, c'est vraiment tu es concentré sur le mur et il n'y a pas de pause possible? Oui, bien sûr, ça dépend un peu le niveau. Quand on est dans des choses extrêmes, là c'est compliqué, mais je fais aussi un peu de la grimpe plaisir et puis des fois aussi, voilà, quand on grimpe, quand on arrive au sommet, on se pose un petit coup, on regarde et spécialement quand on fait des longues voies, donc des voies de plusieurs longueurs, où le premier grimpe, le deuxième nous rejoint, après on continue sur plusieurs centaines de mètres. Donc là, en assurant l'autre, on a bien le temps on est pendu dans le vide à plusieurs centaines de mètres, donc on a bien le temps de regarder le paysage et de profiter de ça. Tu te fixes des objectifs, tu le disais au début, et c'est important pour toi. Quel est le sentiment que tu as ressenti lorsque tu es arrivé au sommet de ce 9A et que tu y étais arrivé finalement et que ça t'a obsédé pendant autant de semaines, autant de mois? Oui, alors ça c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est vrai que quand on bute tellement de temps, au bout d'un moment on se demande, on a des doutes si ça vaut vraiment la peine, est-ce que ça a du sens de faire ça? Et finalement quand on y arrive, c'est là qu'on comprend que ouais, ça valait la peine tout ce temps passé à essayer, à travailler la voie et tout prend du sens finalement et ça fait vraiment du bien. Ouais. On arrive à être dans l'instant et se dire j'y suis arrivé, ou à ce moment-là on est là, une 9B ça serait bien, ou on pense déjà à autre chose? Oui, non, quand même, le moment même, là, j'ai juste savouré à fond cette performance et j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que les jours d'après, j'ai tout de suite pensé à des nouveaux projets et essayer d'autres choses. Mais après, quand même, non, j'ai quand même bien savouré ce moment-là, ouais. Là, dans cette période de Corona que l'on vit au moment où on enregistre cet épisode, comment est-ce que tu envisages la suite, justement? Est-ce que les voyages sont un peu plus hypothétiques, même au niveau professionnel? Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Faut rester vraiment très très flexible et s'adapter. Il y a plusieurs projets qui sont un peu tombés à l'eau justement à cause du Corona, mais voilà, on essaie aussi de découvrir un peu plus aussi les falaises locales, ce que j'ai fait l'année passée. Il y a une falaise qui est très très difficile près de chez moi, que j'avais pas en fait tellement grimpé alors que c'est à qu'une quinzaine de minutes chez moi parce que je pensais que c'était juste trop dur, que c'était pas mon style, que ça me convenait pas. Et puis un peu forcée d'y aller, je me suis un peu acharnée et puis finalement ça allait bien et puis ça a été super cool de découvrir ça. Et aussi découvrir d'autres coins en Suisse et puis d'autres manières de grimper. Du trad, c'est sans les spits, mais c'est où tu mets tous des coinceurs toi-même et ça j'avais jamais fait. Du coup c'était une nouvelle expérience. Donc, tu les mets toi-même et tu les retires aussi? Voilà, c'est ça exactement, ouais. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'était l'occasion d'essayer un peu différentes facettes de l'escalade qui j'avais pas forcément le temps les autres années. Donc voilà. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus tes compétences. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Non, c'est bien, ça force. Aller dans où on est un peu moins fort aussi. Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui représente pour toi l'aventure, un objet qui est important pour toi? J'ai pas forcément de gris-gris ou de porte-chance pour les compétitions. Mais s'il y avait un objet que je devrais citer comme symbolisant l'aventure, je pense que ça serait notre petit bus là aménagé qu'on a acheté avant de partir en voyage, que mon copain a aménagé entièrement et avec lequel on est parti pendant 3 mois entre France et Espagne. Et ça c'était vraiment l'aventure. On était complètement déconnectés là de tout et c'était vraiment chouette de juste partir avec quelques habits et puis de passer nos journées à grimper, à faire ce qu'on aime et puis ouais, c'était assez incroyable. Du coup, ça vous permet aussi cette année d'envisager d'autres voyages plus proches, mais toujours avec le bus? Oui, on a toujours ce bus-là. Puis on en profite dès qu'on peut. Ouais.
Merci beaucoup pour ton accueil, Catherine. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Des rencontres qui vous emmèneront des sommets de nos montagnes aux profondeurs de nos lacs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre.